Je m'appelle Madeleine. J'ai 69 ans. Le soir du Nouvel An, ma belle-fille a pris le plat que j'avais préparé pendant 3 jours et l'a jeté à la poubelle devant moi. Le plus douloureux, ce n'est pas le plat. C'est le silence de mon fils. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement compris que la maison dans laquelle il vivait était encore la mienne, et que quelqu'un allait bientôt devoir la quitter. Je me souviens parfaitement du jour où Thomas m'a demandé « quelques mois ». Il était assis en face de moi, à cette même table en chêne que j'avais achetée après la mort de son père. Il faisait tourner sa tasse de café entre ses doigts. Ce geste, je le connais depuis qu'il est enfant. Il le faisait déjà quand il hésitait à me demander quelque chose. « Maman, on aurait besoin d'un petit coup de pouce. » Sa voix était calme, pas dramatique, presque raisonnable. Il m'a expliqué que les loyers à Lyon devenaient trop élevés, que lui et Camille voulaient acheter, mais que la banque demandait plus d'apport, que ce serait temporaire. Juste le temps d'économiser correctement. Quelques mois. Rien de plus. On ne veut pas s'installer chez toi. Juste respirer un peu. Quelques mois. J'ai répété ces mots dans ma tête comme on goûte une sauce avant de l'assaisonner. À ce moment-là, je n'ai pas vu un homme de presque 40 ans. J'ai vu mon fils. Le petit garçon qui venait se blottir contre moi après une journée difficile à l'école. Celui qui me disait « Tu es toujours là, toi ». La maison était grande. Trop grande parfois. Depuis la retraite, depuis le silence du soir, certaines pièces semblaient inutilisées. L'idée d'entendre des pas dans l'escalier, une voix dans le salon, une présence, cela ne me déplaisait pas. Je lui ai demandé « Et Camille, elle est d'accord ?» Il a hoché la tête. « Bien sûr. Elle est même soulagée. On participera aux charges. On ne veut pas te déranger. » Je me souviens avoir ressenti une petite chaleur dans la poitrine. Une sensation étrange de redevenir utile. Une mère qui peut encore aider. Une maison qui sert à quelque chose d'autre qu'à garder des souvenirs. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Je n'ai pas parlé de règles. Je n'ai pas fixé de délai écrit. Ce n'était pas dans ma nature. Chez nous, la parole suffisait. « D'accord, Thomas. Vous pouvez venir. » Il a levé les yeux vers moi avec un soulagement sincère. « Merci, maman. Tu ne le regretteras pas. » Je l'ai cru. Je l'ai cru parce qu'il est mon fils. Je l'ai cru parce que je n'avais aucune raison de douter. Je l'ai cru parce qu'une mère ne pense pas au pire quand son enfant frappe à sa porte. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ces quelques mois allaient lentement transformer ma maison. Et qu'un jour, je regarderais cette même table en me demandant à quel moment j'avais cessé d'être la maîtresse des lieux. Je n'ai presque pas réfléchi. C'est cela, la vérité. Je n'ai pas demandé combien de temps exactement. Je n'ai pas demandé combien il pourrait payer. Je n'ai pas posé de conditions. J'ai simplement dit oui. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, cela ne se négociait pas. C'était mon fils. On n'établit pas un contrat avec son enfant. On ouvre la porte. Je me souviens m'être levée pour débarrasser les tasses, comme si la conversation était déjà réglée. À l'intérieur, je me sentais presque fière. Utile. Nécessaire. Depuis que j'étais à la retraite, je faisais tout seul. Les courses, le jardin, les factures. Je ne me plaignais pas. Mais parfois, le silence du soir devenait trop épais. Alors, quand Thomas a parlé de venir vivre ici, j'ai imaginé des dîners à 3, des discussions, un peu de vie dans les couloirs. Je me suis dit, cela me fera du bien. Je n'ai pas pensé aux habitudes qui allaient changer. Je n'ai pas pensé au compromis. Je n'ai pas pensé à l'équilibre fragile d'une maison où chacun a sa place. Je me suis laissé guider par l'instinct de mère. Celui qui dit « protège, aide, accueille ». Je me suis même excusée presque. J'espère que la chambre vous conviendra. On pourra la réaménager si besoin. Comme si c'était moi qui devais m'adapter. Avec le recul, je comprends que j'ai accepté non seulement leur présence, mais aussi la possibilité de céder du terrain. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas cela comme une concession. Je voyais cela comme de l'amour. Et l'amour, parfois, nous rend aveugles aux détails qui comptent. Le jour où Camille est entrée dans ma maison,
j'ai compris que l'équilibre allait changer. Je les attendais devant la porte. J'avais rangé la chambre d'amis avec soin. Drap propre. Rideau laves. Un petit bouquet de fleurs sur la commode. Je voulais qu'elle se sente accueillie. Quand la voiture s'est arrêtée devant le portail, Thomas est sorti le premier. Il m'a embrassé rapidement. Camille est descendue ensuite. Elle portait un long manteau beige, des lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Elle a retiré ses lunettes lentement, a regardé la façade, puis les volets. Pas avec émerveillement. Avec évaluation. C'est charmant, a-t-elle dit. Ce charmant était poli. Mais distant. Elle est entrée avec assurance, comme si elle visitait un bien immobilier. Son regard glissait sur les meubles, les cadres, les étagères. Oh, c'est très authentique. Authentique. Je me suis surprise à justifier intérieurement mes propres choix. La maison date de 1920. On a fait quelques rénovations. Oui, on voit que c'est resté dans son jus. Dans son jus. Elle a souri. Thomas a ri leggerment. Je n'ai rien dit. Dans la cuisine, elle a posé ses sacs sur la table sans demander. Elle a ouvert les placards presque naturellement. On pourra organiser tout ça différemment, ce sera plus pratique. Je l'ai regardé ouvrir mes tiroirs. Mes tiroirs. Thomas a ajouté. Elle adore optimiser les espaces. Optimizer. Je me suis dit que ce n'était qu'un mot. Qu'il ne fallait pas y voir une intention. Mais dès la première heure, j'ai senti que Camille ne s'installait pas chez moi. Elle s'installait dans un espace qu'elle comptait modeler. Elle parlait vite. Elle décidait vite. Elle déplaçait déjà une chaise, suggérait de changer l'emplacement de la table, proposait d'aérer certaines pièces. Yesauris. Je me répétais que c'était normal. Qu'une nouvelle personne apporte ses habitudes. Que la jeunesse fonctionne autrement. Mais en refermant la porte ce soir-là, après avoir monté leurs valises, je me suis retrouvée seule quelques minutes dans le couloir. J'ai regardé les murs. Et pour la première fois, ma maison ne m'a pas paru totalement immobile. Quelque chose avait commencé à bouger. Les premières critiques ne sont pas arrivées comme des attaques. Elles sont arrivées comme des remarques. Subtles. Presque anodines. Le deuxième matin, alors que je préparais le café, Camille est entrée dans la cuisine en fronçant légèrement le nez. Ça sent fort ici, non? J'ai regardé autour de moi. C'était l'odeur du café fraîchement moulu. Un peu de beurre chaud sur la poêle. Pour moi, c'était l'odeur de la maison. C'est le petit déjeuner, ai-je répondu simplement. Elle a ouvert la fenêtre. Il faut aérer davantage. Les odeurs s'incrustent dans les tissus. Je n'ai rien dit. Plus tard dans la journée, elle s'est arrêtée devant le buffet ancien que j'avais restauré moi-même. C'est joli, mais un peu chargé. On pourrait alléger. Alléger. Comme si les souvenirs avaient un poids inutile. Un autre jour, en regardant mes rideaux brodés. On ne fait plus vraiment ce style aujourd'hui. Mais c'est mignon. Mignonne. Je sentais que chaque phrase était enveloppée de douceur. Mais à l'intérieur, il y avait un jugement. Elle ne disait jamais « c'est mauvais ». Elle disait « on ne fait plus comme ça ». Comme si le monde avait avancé. Et moi, j'étais restée derrière. Même mes habitudes devenaient discutables. Vous mangez encore du beurre? Vous cuisinez à cette heure-là? Vous gardez autant de vaisselle? Je commençais à me justifier. J'ai toujours fait comme ça. C'est pratique. Ça me convient. Mais plus je me justifiais, plus je sentais que quelque chose m'échappait. Ce n'était pas une dispute. C'était une érosion. Comme si, petit à petit, ma manière de vivre devenait une erreur à corriger. Et Thomas? Il souriait. Camille a juste un œil moderne, maman. Ça ne veut rien dire. Mais ça voulait dire quelque chose. Cela voulait dire que ce qui avait construit ma maison pendant 40 ans devenait soudain discutable. Et ce n'était que le début. Les blagues sur mon âge ont commencé doucement. Toujours avec un sourire. Toujours précédé d'un petit rire. Un soir, en regardant une émission à la télévision, Camille a lancé. À votre époque, ça devait être différent quand même. Je lui ai répondu calmement. Chaque époque est différente. Elle a ri. Oui, mais aujourd'hui,
On vit plus vite. Il faut suivre. Suivre. Comme si j'étais en retard. Un autre jour, en me voyant monter l'escalier un peu plus lentement que d'habitude, elle a dit à Thomas. Il faudrait peut-être installer une rampe supplémentaire. On ne sait jamais. Elle a ajouté en riant. Ou prévoir une chambre au rez-de-chaussée. À cet âge-là. À cet âge-là. Thomas a esquissé un sourire gêné. Arrête, Camille. Mais il n'a rien corrigé. Le pire a été cette phrase dite devant des amis venus dîner. Madeleine est incroyable, elle fait encore tout toute seule. On dirait qu'elle refuse d'admettre qu'elle n'a plus 20 ans. Tout le monde a ri. Moi aussi. Par réflexe. Mais à l'intérieur, je me suis sentie déplacée. Comme si mon âge devenait une curiosité. Un sujet léger. Puis la fameuse plaisanterie. Attention, Thomas, si ta mère continue comme ça, on va devoir la placer en maison de retraite. Elle a éclaté de rire. Je me souviens du silence qui a suivi. Un silence court. Incomfortable. Thomas a dit « C'est bon, arrête ». Mais il n'a pas ajouté « Ce n'est pas drôle ». Je ne me suis pas fâchée. Je me suis contentée de répondre. Je me débrouille encore très bien. Et c'était vrai. Ei jardinais. Ei suicinais. Je gérais mes comptes. Ei conduisais. Je n'étais pas diminuée. Mais ces petites phrases, répétées, finissaient par me placer dans une catégorie. Pas une femme. Pas une propriétaire. Pas une mère. Une personne âgée. À gérer. À surveiller. À corriger. Et plus les blagues revenaient, plus je comprenais qu'elles n'étaient pas innocentes. Elles installaient une idée. L'idée que je devenais secondaire. Temporaire. Implacable. Et je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a commencé à se redresser. Silencieusement. Chaque fois que je faisais une remarque, Thomas intervenait. Pas pour me défendre. Pour apaiser. Maman, ne le prends pas mal. Elle plaisante, tu sais comment elle est. Tu interprètes un peu trop. Il parlait doucement, comme s'il réglait un malentendu banal. Un soir, après la blague sur la maison de retraite, je lui ai dit calmement. Thomas, ce n'est pas agréable à entendre. Il a soupiré. Mais enfin, maman, elle ne pense pas ça sérieusement. Tu dramatises. Dramatiser. Je me suis surprise à douter de moi-même. Peut-être que j'étais trop sensible. Peut-être que je manquais d'humour. Peut-être que c'était moi qui exagérais. C'est cela, le plus insidieux. On ne vous crie pas dessus. On vous explique que vous ressentez mal. Un autre jour, quand Camille m'a reproché de cuisiner trop lourd, j'ai tenté d'en parler à Thomas. Elle m'a dit que ça ne se faisait plus. Il a haussé les épaules. Les choses évoluent, maman. Ce n'est pas contre toi. Toujours cette phrase. Ce n'est pas contre toi. Mais alors contre qui? Contre mes habitudes. Contre ma façon de vivre. Contre mon âge. Et moi, je devais toujours être celle qui comprend. Celle qui cède. Celle qui s'adapte. Quand je lui ai dit que je me sentais parfois déplacée dans ma propre cuisine, il a répondu. Mais enfin, c'est aussi chez moi ici. Ces mots m'ont arrêté. Chez moi. Il avait grandi dans cette maison, oui. Mais il ne l'avait pas achetée. Il ne l'entretenait pas. Il ne payait pas les factures. Pourtant, dans sa bouche, cela sonnait naturel. Et quand je lui ai rappelé doucement que la maison m'appartenait, il a répliqué. On ne va pas commencer à compter, quand même. Non. On ne comptait pas. On minimisate. On effecate. On rendait tout léger, presque insignifiant. Mais à force de minimiser chaque petite blessure, on finit par créer une grande fracture. Et ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas Camille. C'était de voir mon fils transformer mon malaise en exagération. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne me protégerait pas. Il protégerait l'équilibre de son couple. Même si cela signifiait me laisser seule face aux petites humiliations. Et quelque chose en moi a commencé à se taire. Pas par faiblesse. Par observation. Un matin, après une nuit où je n'ai presque pas dormi, je me suis levée avec une idée très simple. Je ne vais pas discuter. Je ne vais pas me justifier. Je vais faire ce que je sais faire. Cuisiner.
Pas un plat moderne. Pas une salade détox. Pas une recette légère pour plaire à Camille. Non. Je vais préparer un chou farci. Celui que je faisais au restaurant près de Lyon. Celui que les clients réservaient à l'avance. Celui que Thomas adorait quand il était petit. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un carnet et j'ai commencé à écrire la liste. Un beau chou vert frisé. Du veau haché. Un peu de porc pour la profondeur. Des carottes. Des oignons doux. Un bouquet garni. Du bouillon maison. Je ne l'ai dit à personne. C'était presque un secret. Ce plat, ce n'était pas seulement de la nourriture. C'était ma langue. Ma mémoire. Mon métier. Ma place. J'ai toujours pensé qu'un plat pouvait réunir les gens. Qu'une table bien dressée pouvait adoucir les tensions. Peut-être étais-je naïve. Mais j'avais besoin d'essayer. J'avais besoin de me rappeler que je n'étais pas qu'une mère âgée, tolérée dans un coin du salon. J'étais une femme qui avait travaillé 40 ans derrière des fourneaux. Une femme qui savait transformer des ingrédients simples en quelque chose de chaleureux. En préparant mentalement chaque étape, je sentais une énergie revenir. Je n'étais plus passive. Yeoisisais. Je me suis regardée dans le miroir du couloir avant de partir au marché. D'accord, Madeleine, ai-je murmuré. On va leur rappeler d'où vient la maison. Ce n'était pas un défi. Ce n'était pas une vengeance. C'était un geste. Un geste pour moi. Et sans le savoir encore, ce chou farci allait devenir bien plus qu'un simple dîner. Je n'ai pas improvisé. Un chou farci digne de ce nom ne se prépare pas à la hâte. Pendant 3 jours, la cuisine est redevenue mon territoire. Le premier jour, je suis allée au marché tôt le matin. Pas au supermarché. Au marché couvert, là où les producteurs me reconnaissent encore. J'ai choisi le chou moi-même. Lourd, serré, feuilles bien vertes. Je l'ai tourné entre mes mains comme on évalue une promesse. Chez le boucher, j'ai demandé un mélange précis. Pas trop maigre. Il faut du goût. Il m'a regardé avec respect. Il a compris que je savais de quoi je parlais. En rentrant, j'ai posé les sacs sur la grande table en bois. Cette table sur laquelle Thomas faisait ses devoirs autrefois. Le deuxième jour, j'ai commencé la préparation. J'ai blanchi les feuilles avec patience. Je les ai déposées délicatement sur des torchons propres. J'ai haché les oignons très finement. Ajouté les carottes, une pointe d'ail, du persil frais. La viande, je l'ai travaillée à la main. Je sens toujours mieux la texture ainsi. J'ai ajouté un peu de mie de pain trempé dans du lait, une pincée de muscade, du sel juste comme il faut. Rien d'excessif. Juste précis. La cuisine embaumait. Pas une odeur lourde. Une odeur vivante. Une odeur de maison. Le 3e jour, j'ai assemblé. Feuille par feuille. Couche après couche. J'ai formé le chou comme on reconstruit quelque chose de fragile. Je l'ai ficelé avec soin. Déposé dans la cocotte. Ajouté le bouillon chaud, le bouquet garni. Puis j'ai laissé mijoter. Longtemps. À feu doux. Le bruit régulier du frémissement m'apaisait. Είμαι sentais útil. Competent. À ma place. Pendant ces 3 jours, Camille est entrée plusieurs fois dans la cuisine. Ça sent fort, a-t-elle remarqué. Je n'ai pas répondu. Thomas a dit « Maman prépare son fameux plat. » Il a souri. Un vrai sourire, pour une fois. Et moi, en remuant doucement la sauce, j'ai pensé « Peut-être que ça suffira. Peut-être qu'autour de cette table, quelque chose peut encore être sauvé. » Je n'imaginais pas que ces 3 jours seraient les derniers où je me sentirais encore vraiment chez moi. Le réveillon est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. La maison était décorée simplement. Quelques bougies. Une nappe blanche que je sortais chaque année. La vaisselle que j'avais gardée de ma mère. Je n'ai jamais aimé les excès. J'aime les choses soignées. Thomas avait invité 2 amis. Camille avait ajouté une bouteille de vin plus moderne, comme elle l'a précisé. Je me suis levée tôt ce matin-là. J'ai vérifié la cuisson. Arrosé doucement le chou farci de son jus. Goutela sauce. Parfait. Riche, mais équilibré. Profound. Patiente. Comme moi. À table,
Tout le monde parlait fort. Camille racontait une anecdote sur son travail. Thomas Riot. Moi, je servais. Quand j'ai apporté la cocotte, le silence s'est fait quelques secondes. La vapeur s'est élevée. L'odeur a rempli la pièce. Un des invités a dit « Ça sent incroyablement bon ». J'ai senti mon cœur se gonfler légèrement. Camille a souri, mais un sourire différent. « C'est traditionnel », a-t-elle commenté. Traditional. Comme si c'était un défaut poli. J'ai découpé le chou farci avec soin. La farce était moelleuse. Les feuilles tendres. Thomas a pris une bouchée. Il a fermé les yeux une seconde. C'est comme quand j'étais petit. Sa voix était sincère. Mais Camille a ajouté, en riant. Oui, c'est très authentique. Un peu lourd pour le soir, non ? Un léger rire autour de la table. Je me suis assise. J'ai mangé en silence. Puis, à un moment, j'ai vu Camille se lever avec son assiette presque pleine. Elle a disparu vers la cuisine. Je n'y ai pas prêté attention tout de suite. Mais quelques minutes plus tard, je me suis levée pour aller chercher du pain. Et là, en passant près de l'évier, j'ai vu mon plat, dans la poubelle. Pas les restes d'assiette. La plus belle part. Presque intacte. Jeté. Comme quelque chose qu'on n'a même pas voulu goûter vraiment. Je suis restée immobile. Personne ne m'avait appelé. Personne ne m'avait expliqué. Thomas riait encore dans le salon. Il n'avait rien vu. Ou il n'avait rien voulu voir. C'est à cet instant précis que quelque chose s'est brisé. Pas la vaisselle. Pas la fête. Moi. Et ce qui m'a fait le plus mal, ce n'était pas le plat. C'était le silence de mon fils. Le fait qu'il ne se lève pas. Qu'il ne dise pas « ce n'est pas correct ». Le réveillon continuait. Les verres tintaient. Les conversations reprenaient. Et moi, debout dans ma cuisine, devant ma propre poubelle. J'ai compris que ce n'était plus vraiment ma maison. Pas dans leur esprit. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que ce réveillon serait le dernier où je me tairais. Je revois cette image avec une précision presque douloureuse. La lumière jaune au-dessus de l'évier. Le bruit des rires dans le salon. Et moi, debout devant la poubelle entr'ouverte. J'ai soulevé légèrement le couvercle. Il était là. Mon chou farci. La partie centrale. La plus belle. Encore chaude. La farce intacte, les feuilles brillantes de sauce. Jeté comme un déchet. Pas grignoté. Pas essayé. Pas même partagé. Simplement, éliminé. Je suis restée quelques secondes à regarder. Pas pour pleurer. Pour comprendre. On ne jette pas un plat par erreur. On ne jette pas un plat par fatigue. On jette quelque chose quand on veut s'en débarrasser. Et ce soir-là, ce n'était pas seulement mon plat qu'on avait jeté. C'était ce qu'il représentait. Mon métier. Mon histoire. Mon autorité dans cette cuisine. J'ai entendu Camille revenir vers la table. Sa voix claire. C'est bon, j'avais plus faim. Thomas n'a rien demandé. Il n'a pas dit. Tu n'aimes pas ? Pourquoi tu le jettes ? Rien. Je me suis redressée. Je n'ai pas sorti le plat de la poubelle. Je ne l'ai pas sauvé. Je n'ai pas fait de scène. Je suis revenue dans le salon. Je me suis assise. Et j'ai observé. Camille parlait de ses projets. Thomas hochait la tête. À un moment, il a croisé mon regard. Il a souri. Un sourire banal. Innocent. Comme s'il ne s'était rien passé. C'est là que la douleur est devenue froide. Plus nette. Ce n'était pas l'humiliation publique. C'était l'effacement discret. On peut supporter une critique. On peut supporter une moquerie. Mais être ignoré dans sa propre maison, c'est différent. Je n'ai rien dit ce soir-là. Pas un mot. J'ai débarrassé la table. Lavé les assiettes. Éteint les lumières. Mais en refermant la porte de la cuisine, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un déclic. Silencieux. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une décision qui commençait à naître. Et pour la première fois depuis leur arrivée, je me suis dit « Ce n'est pas moi qui suis de trop. C'est eux. » Mais ce qui m'a le plus marqué ce soir-là, ce n'était pas le plat dans la poubelle.
C'était le silence de mon fils. Thomas était là, à quelques mètres de moi, dans la pièce d'à côté. Il riait. Il parlait. Il buvait son vin. Et il ne s'est pas levé. Il n'a pas demandé pourquoi Camille avait quitté la table avec une assiette presque pleine. Il n'a pas remarqué que je m'étais absentée plus longtemps que nécessaire. Il n'a pas cherché mon regard pour comprendre. Ou peut-être qu'il a vu. Et qu'il a choisi de ne rien dire. Je crois que c'est cela, le plus douloureux. Le choix. On peut pardonner l'immaturité. On peut pardonner l'aveuglement. Mais pas l'indifférence volontaire. Thomas savait ce que ce plat représentait. Il connaissait mes gestes. Il connaissait mon histoire. Il avait grandi dans cette cuisine. Il savait que je ne cuisinais pas pour impressionner. Je cuisinais pour rassembler. Et pourtant, il a laissé faire. Après le départ des invités, quand la maison est redevenue silencieuse, je l'ai entendu dire à Camille dans le couloir. « Tu aurais pu faire un effort. » Ce n'était pas une défense. C'était un reproche discret, sans conséquence. Elle a répondu. « Je ne vais pas me forcer pour faire plaisir à ta mère. » Et lui? Silence. Encore. Il n'a pas dit. C'est sa maison. Tu lui dois du respect. Tu as été incorrect. Rien. Je me suis assise sur mon lit plus tard, seule dans ma chambre. Je me suis repassé la soirée. Et j'ai compris que le vrai problème n'était pas Camille. Camille était directe. Elle ne m'aimait pas. Elle ne faisait pas semblant. Thomas, lui, faisait semblant. Il faisait semblant que tout allait bien. Que ce n'était pas grave. Que je devais ne pas prendre les choses à cœur. Mais on ne peut pas demander à une mère de ne pas prendre à cœur l'humiliation dans sa propre maison. Ce silence m'a appris quelque chose. Je n'étais plus la priorité. Je n'étais plus celle qu'on protège. J'étais devenue l'élément adaptable. Et à cet instant, je me suis dit, si mon fils ne peut pas me défendre, alors je vais devoir me défendre moi-même. Comment. Proprement. Mais définitivement. Le déclic ne s'est pas fait dans un cri. Il ne s'est pas fait dans une dispute. Il s'est fait dans le silence. Le lendemain du réveillon, je me suis levée plus tôt que d'habitude. La maison dormait encore. Je suis descendue dans la cuisine. Ma cuisine. La table portait encore quelques traces du dîner. Une serviette oubliée. Un verre mal rangé. Je me suis arrêtée au milieu de la pièce. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai regardé autour de moi autrement. Ce buffet ancien, je l'avais payé en travaillant des doubles services. Ce sol, je l'avais fait poser après des années d'économie. Ce jardin derrière la fenêtre, je l'avais planté moi-même. Tout ici portait mes heures, mes douleurs, mes choix. Et pourtant, depuis leur arrivée, je marchais presque sur la pointe des pieds. Je faisais attention au bruit le matin. Je justifiais mes achats. Dans ma propre maison. C'est là que la phrase s'est formée clairement dans ma tête. Je suis la propriétaire de cette maison. Pas eux. Je l'ai dit à voix haute. Pas fort. Juste assez pour l'entendre. Et quelque chose s'est aligné en moi. Je n'étais pas une invitée. Je n'étais pas une vieille femme tolérée par gentillesse. J'étais Madeleine Fournier. 69 ans. 40 ans derrière des fourneaux. Une maison payée par mon travail. Et je me comportais comme si je devais demander la permission d'exister. Ce matin-là, je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas en colère. J'étais lucide. Le déclic, ce n'est pas un moment spectaculaire. C'est un moment de clarté. On cesse d'attendre que les autres changent. On décide que c'est à soi d'agir. Je ne savais pas encore exactement comment. Mais je savais une chose. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me faire sentir de trop chez moi. Le réveillon avait été un avertissement. Le déclic était une décision. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus regardé ma maison comme un lieu à partager. Je l'ai regardée comme un territoire à protéger. Le déclic ne suffisait pas. Il fallait être concrète. Ce même matin, après le petit déjeuner, je suis montée dans mon bureau. Une petite pièce lumineuse donnant sur le jardin. J'ai fermé la porte. J'ai sorti mon vieux classeur beige.
Celui où je range tout depuis des années. Factures, impôts, assurances, actes de propriété. J'ai ouvert mon ordinateur. Je ne tremblais pas. Je n'étais pas en train de préparer une guerre. Je faisais les comptes. D'abord les charges. Eau, électricité, chauffage, taxes foncières. Puis les courses. L'entretien du jardin. L'assurance habitation. Tout était à mon nom. Tout était payé par moi. Thomas participait, quand il pouvait. Camille contribuait un peu. Mais en réalité, je couvrais presque tout. J'ai pris une feuille blanche. J'ai noté les montants mensuels. Puis j'ai ajouté ce que leur présence coûtait réellement. Plus d'électricité, plus d'eau, plus de nourriture, plus d'usure. Je n'avais jamais voulu calculer. Parce que calculer, c'est admettre qu'on n'est plus dans le don. Mais ce matin-là, je ne voulais plus être seulement dans le don. Je voulais être dans la réalité. Et la réalité était simple. Ils vivaient chez moi. Ils utilisaient mes ressources. Et moi, je m'effaçais. J'ai aussi relu l'acte de propriété. Mon nom. Uniquement le mien. Pas une virgule en faveur de Thomas. Je ne l'avais jamais ajouté, par prudence. Et soudain, j'ai remercié la jeune femme que j'étais autrefois d'avoir gardé cette lucidité. J'ai fermé le classeur. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise. Il ne s'agissait plus d'émotion. Il s'agissait de structure. S'il voulait rester, ce serait selon mes règles. S'il ne pouvait pas les accepter, alors il partirait. Ce n'était pas une menace. C'était un équilibre à rétablir. Et pour la première fois depuis leur installation, je ne me sentais plus victime. Je me sentais organisée. Et à mon âge, l'organisation est une force silencieuse. Je ne comptais pas pour les humilier. Je comptais pour me rappeler que je n'étais pas dépendante. Eux l'étaient, pas moi. Je n'ai parlé à personne de ce que je faisais. Ni à Thomas, ni à Camille. Quelques jours après le réveillon, j'ai pris rendez-vous chez un avocat. Un cabinet discret, en centre-ville. Pas luxueux, sérieux. Je me suis habillée simplement. Manteau sombre. Dossier sous le bras. Dans la salle d'attente, il y avait un silence feutré. Des gens qui évitaient de se regarder. Je n'étais pas là pour un conflit. Pas encore. Quand Maître Delorme m'a reçu, il m'a invité à m'asseoir. Que puis-je faire pour vous, Madame Fournier ? Sa voix était calme. Je lui ai expliqué la situation sans exagération. Mon fils, sa compagne, la maison, l'ambiance. Je n'ai pas parlé du chou farci. Je n'ai pas parlé de la poubelle. J'ai parlé de propriété, de statut, de droit. Il a hoché la tête. La maison est entièrement à votre nom ? Oui. Vous avez signé un bail ? Un contrat d'occupation ? Non. Il a croisé les doigts. Dans ce cas, ils sont hébergés à titre gracieux. Vous pouvez mettre fin à cet hébergement. Ces mots ont eu un effet étrange. Mettre fin. Je n'étais pas une mère qui chassait son fils. J'étais une propriétaire qui reprenait son espace. Combien de temps cela prend-il ? Ai-je demandé. Si vous leur notifiez officiellement votre décision, avec un délai raisonnable, tout peut se faire proprement. Proprement. C'était important pour moi. Je ne voulais pas de cris, pas de scandale, pas de drame. Juste une structure claire. Il m'a conseillé d'envoyer une lettre recommandée, de fixer une date, d'encadrer juridiquement les choses. Je l'ai écouté attentivement. Je prenais des notes. Je me suis surprise à être très calme. Comme au restaurant autrefois, quand un service s'annonçait difficile. On respire. On organise. On avance. En sortant du cabinet, l'air était frais. Je me suis arrêtée quelques secondes sur le trottoir. Je n'avais encore rien dit à Thomas. Mais quelque chose était désormais enclenché. Je n'agissais plus sous le coup de la blessure. J'agissais sous le coup de la lucidité. Ce rendez-vous n'était pas un acte contre mon fils. C'était un acte pour moi. Et à 69 ans, on apprend une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. J'ai rédigé la lettre un dimanche matin.
La maison était silencieuse. Camille dormait encore. Thomas aussi. Je me suis installée à mon bureau avec une tasse de café noir. Devant moi, la feuille blanche. Je n'ai pas écrit sous l'impulsion. J'ai pris le temps. Thomas. Comme nous en avons parlé lors de votre installation, votre présence dans la maison était prévue pour quelques mois. Je me suis arrêtée. Nous n'en avions jamais vraiment reparlé. Mais peu importe. Aujourd'hui, je vous informe officiellement que je souhaite mettre fin à cet hébergement à compter du. J'ai choisi une date raisonnable. Pas brutale. Pas immédiate. Mais claire. Je n'ai pas mentionné les tensions. Ni Camille. Ni le réveillon. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement affirmé. La maison m'appartient. Je souhaite désormais retrouver mon espace et mon organisation. Les mots étaient sobres. Dignies. Quand j'ai terminé, j'ai relu plusieurs fois. Aucune agressivité. Aucune émotion débordante. Juste une décision. Je suis allée à la poste en fin de matinée. J'ai demandé un envoi en recommandé avec accusé de réception. La jeune employée a tamponné le document sans me regarder. Pour elle, ce n'était qu'un courrier parmi d'autres. Pour moi, c'était un tournant. En rentrant à la maison, j'ai ressenti un mélange étrange. Un léger tremblement dans les mains. Pas de peur. Une forme d'anticipation. Je savais que Thomas découvrirait la lettre dans quelques jours. Je savais qu'il viendrait me voir. Peut-être en colère. Peut-être blessé. Mais cette fois, je ne serai pas flou. Je ne dirai pas. On peut en reparler. On vas arranger. Je ne voulais pas dire ça. Non. La lettre existait. Officielle. Dati. Enkadri. Le soir, en les entendant rire devant la télévision, j'ai compris quelque chose. Ils pensaient encore que tout leur était acquis. Que je resterais la mère compréhensive. La présence silencieuse. Mais la lettre était déjà en route. Et avec elle, une nouvelle version de moi. Calme. Decidi. Irreversible. La lettre est arrivée 3 jours plus tard. C'est Thomas qui l'a récupérée dans la boîte aux lettres. Je l'ai vu entrer dans la cuisine avec l'enveloppe recommandée à la main. Il m'a regardé. « C'est quoi, ça ?» Je me suis contentée de répondre. « Ouvre. » Il a déchiré le papier sans méfiance. Puis j'ai vu son visage changer. D'abord l'incompréhension. Puis la surprise. Puis la colère. C'est une blague ? Sa voix était plus forte que d'habitude. Camille est entrée dans la pièce. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui a tendu la lettre. Elle a lu rapidement. Ses sourcils se sont levés. « Tu nous mets dehors ?» Elle n'a pas dit « pourquoi ?» Elle n'a pas dit « qu'est-ce qu'on a fait ?» Elle a dit « Tu nous mets dehors ?» Je suis restée assise. Je mets fin à l'hébergement. Ce n'est pas la même chose. Thomas a frappé la table du plat de la main. « Maman, c'est ridicule. On avait dit quelques mois. Cela fait presque 1 an. » Silence. Camille a croisé les bras. « Donc après tout ce qu'on fait ici ?» J'ai levé les yeux vers elle. « Que faites-vous exactement ?» Elle n'a pas répondu. Thomas a tenté une autre approche. « Tu ne peux pas faire ça comme ça. On est en train d'économiser. On a besoin de temps. Vous avez une date. Et si on ne trouve pas, vous trouverez. » Il m'a regardé comme si je venais de devenir quelqu'un d'autre. « Je ne te reconnais pas. » Je me suis surprise à répondre calmement. « Moi si. » Camille a changé de ton. Plus froid. « Franchement, c'est ingrat. » Ingrat. Ce mot m'a presque fait sourire. Pendant des mois, j'avais financé, toléré, encaissé. Et je devenais ingrate. Thomas a essayé la culpabilité. C'est comme ça que tu remercies ton fils ? Je l'ai regardé longtemps. Ce n'est pas une question de gratitude. C'est une question de respect. Le silence est tombé. Un silence différent de celui du réveillon. Celui-ci n'était plus mon silence. C'était le leur. Ils n'avaient pas imaginé que je puisse agir. Encore moins officiellement. Encore moins légalement. Thomas a quitté la pièce. La porte de sa chambre a claqué. Camille est restée quelques secondes face à moi.
Vous allez regretter ça. Je n'ai pas répondu. Je n'étais plus dans l'émotion. Je n'étais plus blessée. Je n'étais plus la mère qui espère être comprise. J'étais la propriétaire qui posait une limite. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas besoin qu'ils approuvent. Il suffisait que la décision soit prise. Et elle l'était. La colère a duré 2 jours. Puis la stratégie a changé. Thomas est venu me voir un soir, seul. Il s'est assis en face de moi dans le salon, les mains jointes. Sa voix était plus douce. « Maman, on peut parler calmement ?» Je connaissais ce ton. Celui qu'il utilisait enfant quand il voulait quelque chose. « Je t'écoute. » Il a soupiré. « Tu sais que Camille est sensible. Elle s'est sentie jugée depuis le début. » Juji. Je n'ai rien dit. Elle a l'impression que tu ne l'as jamais accepté. J'ai attendu. Et moi, je suis entre vous deux. C'est difficile. Le voilà. Le rôle de la victime centrale. Je lui ai répondu tranquillement. Être entre 2 personnes ne signifie pas rester neutre quand l'une manque de respect à l'autre. Il a baissé les yeux. Puis il a essayé autre chose. Tu es seule ici, maman. On t'apporte de la vie. Du mouvement. Tu vas t'ennuyer sans nous. Je l'ai regardé longuement. Je ne me suis jamais ennuyée avant votre arrivée. Il a forcé un petit rire. Tu dis ça maintenant, mais, tu sais, à ton âge. La phrase est restée suspendue. Encore l'âge. Toujours l'âge. Continue, Thomas. Il a hésité. Ce n'est pas bon d'être seul trop longtemps. Je me suis redressée. Ce n'est pas bon d'être mal accompagné non plus. Il a changé d'angle. On pourrait participer davantage aux charges. Si c'est ça le problème. Ce n'était pas ça. Mais je l'ai laissé continuer. On peut signer quelque chose. Un accord. Juste le temps de se stabiliser. Du temps. Encore du temps. Transformer une limite claire en négociation floue. Je lui ai répondu doucement. La décision n'est pas financière. Il m'a fixé. Alors c'est quoi ? J'ai pris une seconde. C'est que je ne me sens plus chez moi. Il n'a pas répondu. Il savait. Il savait que ce n'était pas inventé. Mais il ne voulait pas reconnaître la cause. Le lendemain, Camille a tenté sa propre approche. Des compliments. Des attentions soudaines. Vous voulez que je vous aide au jardin ? On pourrait organiser un dîner toutes les 3. Une douceur artificielle. Trop tardive. Γερέσtais πόλη. Mais ferme. Ils ont même essayé la peur. Tu sais, à ton âge, gérer une maison seule, ce n'est pas évident. J'ai répondu calmement. Je l'ai fait avant vous. Je le ferai après. Ce qui les dérangeait le plus, je crois, ce n'était pas de devoir partir. C'était de ne plus avoir d'emprise. Plus de flou. Plus de terrain glissant. Ils ne pouvaient plus m'émouvoir. Plus me culpabiliser. Plus me faire douter. La manipulation fonctionne quand on cherche encore l'approbation. Moi, je ne la cherchais plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Quand on pose une limite claire, ceux qui profitaient du flou deviennent nerveux. Mais ce n'est pas leur nervosité qui doit guider votre décision. C'est votre paix. Et la mienne commençait à revenir. Ils ont tout essayé. La colère. La culpabilité. La douceur. La peur. Et moi, j'ai choisi une seule chose. Le calme. Pas un calme fragile. Un calme décidé. Chaque fois que Thomas élevait la voix, je baissais la mienne. Chaque fois que Camille ironisait, je répondais par une phrase courte. Sans justification longue. Sans explication émotionnelle. La décision est prise. La date ne change pas. Je souhaite retrouver ma maison. Rien de plus. Au début, ils ont cru que je jouais un rôle. Que j'allais craquer. Que je finirais par dire « Bon, d'accord, restons comme avant ». Mais il n'y avait plus d'avant. Le plus difficile n'était pas de leur parler. C'était de ne pas me laisser atteindre. Quand Thomas a dit « Tu détruis notre stabilité », j'ai répondu « Je protège la mienne ». Quand Camille a murmuré « On ne fait pas ça à son propre fils », j'ai dit « On ne fait pas ça à sa propre mère non plus ». Sans colère. Sans ironie. Juste posé.
Je me suis surprise moi-même. Autrefois, j'aurais expliqué. J'aurais cherché à être comprise. J'aurais voulu qu'il voie ma douleur. Mais je n'avais plus besoin qu'il la voie. Je la connaissais. Et je connaissais aussi ma valeur. Le calme a quelque chose de déroutant. Il enlève aux autres le terrain du conflit. Il ne pouvait plus me provoquer. Plus me pousser à dire un mot de trop. Plus me faire passer pour excessive. Et peu à peu, la tension a changé de camp. Ce n'était plus moi qui étais déstabilisée. C'était eux. Ils comprenaient que ce n'était pas une crise passagère. C'était une ligne. Claire. Droite. Non négociable. Le soir, quand je montais me coucher, je me sentais étrangement légère. La maison était encore partagée. Mais intérieurement, je ne l'étais plus. Le calme n'est pas de la faiblesse. C'est une maîtrise. Et à 69 ans, je n'avais plus rien à prouver. Seulement à préserver. Le jour du départ est arrivé sans éclat. Pas de drame. Pas de cris. Pas de scène. Juste des valises dans le couloir. Thomas s'est levé tôt. Je l'ai entendu marcher dans sa chambre, ouvrir les placards, fermer les tiroirs. Camille parlait peu. Leur énergie avait changé. Plus de défis. Plus de manipulation. Seulement une tension silencieuse. Je suis descendue dans la cuisine comme d'habitude. J'ai préparé mon café. Je n'ai pas proposé de petit déjeuner. Ce n'était plus un matin ordinaire. C'était une transition. À un moment, Thomas est entré. Il avait les yeux fatigués. On a trouvé un appartement temporaire. J'ai hoché la tête. C'est bien. Il a hésité. Tu aurais pu faire les choses autrement. J'ai répondu doucement. J'ai fait les choses proprement. Camille est apparue derrière lui, tirant une valise. Elle a regardé autour d'elle. La maison. Le salon. Les murs. La lumière. Peut-être réalisait-elle que ce lieu ne lui avait jamais vraiment appartenu. Je me suis avancée vers l'entrée. Pas pour les retenir. Pas pour les presser. Pour accompagner. Thomas a posé la main sur la poignée. Il s'est tourné vers moi. Tu es sûr? Je l'ai regardé dans les yeux. Pour la première fois, sans hésitation. Oui. Il a cherché une faille. Il n'en a pas trouvé. Il m'a embrassé sur la joue. Un geste rapide. Un peu maladroit. Camille a dit un simple. Au revoir. La porte s'est refermée. Le bruit a résonné dans le couloir. Et puis, le silence. Un silence profond. Différent de celui du réveillon. Celui-ci n'était pas lourd. Il était ouvert. Je suis restée quelques secondes immobile. Puis j'ai marché lentement dans la maison. Le salon. La cuisine. L'escalier. L'air semblait plus large. Plus respirable. Je ne me suis pas sentie triste. Je ne me suis pas sentie abandonnée. Je me suis sentie revenue. Revenue à moi. À mon rythme. À mes gestes. À mes habitudes. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais est entré. Et pour la première fois depuis presque un an, je n'ai pas eu l'impression d'être une invitée dans ma propre vie. Le jour du départ n'a pas été une rupture. Il a été un rééquilibrage. Et dans ce calme retrouvé, j'ai compris quelque chose. On ne perd pas son enfant en posant une limite. On se perd soi-même en ne la posant pas. La maison vide n'était pas silencieuse. Elle respirait. Les premières heures ont été étranges. Je marchais d'une pièce à l'autre, presque sans savoir quoi faire de cet espace soudainement libéré. La chambre qu'ils occupaient était encore marquée par leur passage. Un cintre oublié. Une trace sur le mur. Un tiroir mal fermé. Je n'ai rien rangé tout de suite. Je me suis assise sur le bord du lit. Je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Puis j'ai écouté. Pas de télévision en fond. Pas de porte qui claque. Pas de chuchotement derrière mon dos. Seulement le bruit léger du vent dans le jardin. Je suis descendue à la cuisine. Ma cuisine. J'ai ouvert les placards. Il y avait de la place. Plus de produits interdits. Plus de commentaires sur l'odeur. Plus de regards critiques sur mes gestes. J'ai sorti une petite cocotte. Pas pour un grand plat. Juste pour moi. J'ai fait revenir un oignon doucement.
Le parfum s'est répandu. Personne n'a dit. Ça sent trop fort. Personne n'a levé les yeux au ciel. J'ai mangé à la table, seule. Et pour la première fois depuis longtemps, la solitude ne m'a pas pesé. Elle m'a enveloppée. La maison vide, ce n'est pas un échec. C'est un espace. Un espace pour entendre ses propres pensées. Un espace pour retrouver ses habitudes sans justification. Dans l'après-midi, j'ai ouvert grand les fenêtres. J'ai changé les draps de la chambre qu'ils occupaient. Pas par colère. Par réappropriation. Chaque geste était simple. Mais symbolique. Je ne chassais pas leurs souvenirs. Je reprenais mon territoire. Le soir, quand j'ai éteint les lumières, la maison semblait plus vaste. Pas plus froide. Plus claire. Et en montant me coucher, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le vide n'est pas l'absence. C'est la place retrouvée. Et cette place, je ne la céderai plus jamais. Il est revenu 3 semaines plus tard. Seul. Je l'ai vu par la fenêtre du salon avant même qu'il ne sonne. Il n'avait pas sa voiture chargée. Pas de valise. Juste lui. Quand j'ai ouvert la porte, il a hésité une seconde, comme s'il ne savait plus comment entrer. « Bonjour, maman. » Sa voix était plus basse. Je l'ai laissé passer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. La même table où il faisait ses devoirs enfants. La même où nous avions fêté des anniversaires. La même où tout avait basculé. Il a regardé autour de lui. Ça fait étrange, sans nous. Je n'ai pas répondu tout de suite. La maison était déjà là avant vous, Thomas. Il a baissé les yeux. Il ne venait pas pour récupérer quelque chose. Il venait parler. Camille et moi, ça ne va pas très bien. Je n'ai posé aucune question. Il a continué. On s'est disputé. Beaucoup. Silence. Elle dit que tu nous as mis dehors parce que tu ne l'as jamais aimé. Je l'ai regardé calmement. Ce n'est pas pour ça que je vous ai demandé de partir. Il m'a enfin regardé en face. Alors pourquoi ? La question était sincère cette fois. Pas accusatrice. Fatigue. J'ai pris le temps de répondre. Parce que je n'étais plus respectée dans ma propre maison. Parce que je me sentais étrangère ici. Et parce que tu n'as rien dit quand il fallait. Ses épaules se sont affaissées. Il s'avait. Il a murmuré. Je ne voulais pas choisir. Tu as choisi quand même. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Je crois que je me suis habituée à ce que tu comprennes tout. Cette phrase m'a traversée doucement. Oui, j'avais toujours compris. Toujours absorbé. Toujours pardonné. Il a ajouté. Je pensais que tu ne partirais jamais. Que tu ne poserais jamais de limites. Je me suis redressée légèrement. Moi aussi, je le pensais. Il y avait dans son regard quelque chose de nouveau. Pas de rébellion. Pas de défense. Une prise de conscience. Il n'est pas venu me supplier. Il n'est pas venu me convaincre de revenir en arrière. Il est venu parce que le silence de ma maison lui manquait. Et peut-être aussi, parce qu'il avait enfin compris le sien. Quand il s'est levé pour partir, il m'a serré plus longtemps que d'habitude. Je suis désolée, maman. Je n'ai pas dramatisé. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement répondu. Moi aussi, j'ai appris quelque chose. Il est sorti. Et cette fois, la porte s'est refermée sans douleur. Seulement avec une nouvelle distance. Pas une rupture. Une maturité. Il était venu seul. Et pour la première fois, il me regardait non plus comme une évidence, mais comme une femme. Après son passage, la maison n'était plus seulement vide. Elle était stable. Je me suis installée dans une nouvelle routine. Pas pour remplir le silence. Pour l'habiter. Je me lève tôt. J'ouvre les volets moi-même. Je laisse entrer la lumière sur la table en bois. Je prépare mon café sans me demander si le bruit va déranger quelqu'un. Je mets la radio. Pas trop fort. Juste assez pour accompagner. Le jardin est redevenu mon premier rendez-vous de la journée. Je taille les rosiers. Je nettoie les allées. Je parle aux plantes comme je l'ai toujours fait. Personne ne me regarde avec amusement. Personne ne dit « Tu devrais te reposer à ton âge ». Je fais ce que je veux. À l'heure que je veux.
J'ai repris certaines habitudes oubliées. Un marché le mercredi. Un café en terrasse avec une voisine. Un atelier de cuisine pour retraités dans la commune voisine. Pas parce que je me sentais seule. Parce que je me sentais libre. Le soir, je dîne simplement. Parfois un potage. Parfois un plat plus élaboré. Je ne cuisine plus pour impressionner. Je cuisine pour le plaisir. Et la maison suit mon rythme. Plus de tension dans les couloirs. Plus de silence lourd. Plus de pas retenus. Il y a des moments où la solitude me frôle. Un dimanche après-midi, un peu trop calme. Une assiette dressée pour une seule personne. Mais ce n'est pas une solitude douloureuse. C'est une solitude choisie. Et cela change tout. Je parle encore à Thomas. Nous nous voyons. Mais autrement. Il ne franchit plus la porte comme si elle lui appartenait. Il sonne. Et j'aime cela. Ma nouvelle routine n'a rien d'extraordinaire. Elle est simple. Mais elle est à moi. Et à 69 ans, j'ai compris une chose essentielle. La paix ne fait pas de bruit. Mais quand elle s'installe, on ne veut plus la perdre. Un matin, en descendant l'escalier, j'ai senti quelque chose de différent. Pas dans la maison. En moi. Je ne marchais plus avec cette prudence invisible. Je ne me demandais plus si j'allais déranger. Je ne faisais plus attention à la façon dont je posais mes clés sur la table. J'avais repris ma place. Pas seulement comme propriétaire. Comme femme. J'ai réorganisé la cuisine. Pas par colère. Par affirmation. Les épices sont revenues à leur place d'origine. La grande cocotte en fonte est sortie du placard du haut. Les nappes que Camille trouvait dépassées ont retrouvé la table. Chaque geste était simple. Mais chaque geste disait « Ici, c'est moi ». J'ai même remis au mur une vieille photo du restaurant près de Lyon. Moi, en tablier blanc, entouré de mon équipe. Je l'avais rangée pour ne pas imposer mon passé. Je l'ai raccrochée. Je n'avais plus besoin de me faire petite. Un après-midi, j'ai invité 2 anciennes collègues à déjeuner. J'ai préparé un plat généreux. Nous avons ri. Paul Fort. Évoqué les services difficiles, les clients exigeants, les souvenirs. La maison vibrait autrement. Vivante. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée en fin de journée. Je n'étais pas plus jeune. Je n'étais pas transformée. Mais je n'avais plus ce regard en retrait. Je ne me demandais plus si je méritais l'espace. Je l'occupais. Reprendre sa place, ce n'est pas expulser les autres. C'est cesser de se retirer. C'est parler sans s'excuser d'exister. C'est cuisiner sans demander si l'odeur dérange. C'est ouvrir les fenêtres et laisser entrer l'air sans craindre un commentaire. Je n'ai pas perdu un fils. Je n'ai pas gagné une bataille. J'ai simplement rétabli un équilibre. Et à mon âge, c'est peut-être la plus grande victoire. Car la dignité ne s'impose pas par la force. Elle se tient. Droite. Calme. Inébranlable. Si je devais résumer ce que j'ai appris, ce ne serait pas une leçon sur l'autorité. Ce serait une leçon sur la limite. On croit, en tant que mère, qu'aimer signifie tout accepter. Qu'être généreuse, c'est céder. Qu'être compréhensive, c'est se taire. C'est faux. L'amour sans limite devient un effacement. J'ai longtemps pensé que protéger mon fils signifiait absorber ses maladresses, ses silences, ses erreurs. Mais en faisant cela, je me suis oubliée. Et quand on s'oublie trop longtemps, les autres finissent par vous voir comme un décor. Solide. Présent. Mais interchangeable. J'ai compris aussi que le respect ne s'impose pas par la colère. Il s'impose par la cohérence. Le jour où j'ai cessé de justifier ma décision, le jour où j'ai parlé sans trembler, quelque chose a changé. Pas chez eux d'abord. Chez moi. Il y a une phrase que je répète souvent maintenant. La maison appartient à celui ou celle qui la tient debout. Et tenir debout, ce n'est pas payer les factures. C'est préserver sa dignité. Je n'ai pas chassé mon fils. Je lui ai appris, peut-être tardivement, que sa mère n'était pas une évidence éternelle. Je lui ai appris qu'une femme de 69 ans n'est pas un meuble. Elle est une histoire, une force, une frontière. Aujourd'hui, la maison est calme. Thomas vient parfois dîner. Camille n'est plus là.
La relation n'est pas parfaite. Mais elle est plus vraie. Et moi, je ne marche plus sur la pointe des pieds. Si je devais dire une chose aux femmes de mon âge, ce serait ceci. On ne devient pas invisible parce qu'on vieillit. On devient invisible quand on accepte de se taire. Poser une limite ne détruit pas l'amour. Elle lui donne une structure. Et parfois, pour que les autres vous regardent à nouveau, il faut d'abord se regarder soi-même et dire « Je mérite